Pour commencer, nous allons ensemble faire un petit exercice. Imaginez que vous retrouviez un être cher après de longues années. Il y a fort à parier que l'événement soit rempli d'émotions, de rires et de larmes, de longs dialogues, d'embrassades. Ça, c'est le schéma classique de tout individu qui a souffert du manque de l'autre. Vous retrouvez une personne que vous aimiez autrefois, dont vous aviez gardé un excellent souvenir. Pourquoi ? Beaucoup diront que ces choses-là ne s'expliquent pas, que l'amour est transcendantal. On ne s'explique pas quant à aimer un autre. Pourtant, le philosophe Blaise Pascal propose, dans son œuvre Pensée, que nous n'aimons pas l'autre pour ce qu'il est, mais uniquement pour ses caractéristiques. Je cite, « On n'aime jamais personne, mais seulement des qualités. » Nous aimons les caractéristiques de l'autre parce qu'elles servent nos intérêts, même inconscients. N'avez-vous jamais été déçu d'un autre parce qu'il vous semblait avoir changé ? Cette déception vient du fait que ce qui servait vos intérêts ne le sert plus. Par exemple, cette personne autrefois vous faisait rire, mais ce n'est plus le cas. Vous ne pouvez donc plus l'associer à l'affect de joie. Vous vous détachez de la personne, vous aimeriez retrouver la personne d'avant, telle qu'elle vous correspondait à vous. Pourtant, aimer la personne pour ce qu'elle est dans son être, c'est aussi l'aimer à travers ses changements, ses choix de vie. Prenez donc un instant, pensez à vos proches et demandez-vous si, suite à un changement radical, imaginez en somme que l'individu ne corresponde plus à vos valeurs, vous seriez toujours en mesure de l'aimer pour ce qu'il est dans le présent, ou bien l'aimez-vous toujours pour ce qu'il a représenté pour vous dans le passé. Vous voyez bien qu'on aime l'autre essentiellement pour ses caractéristiques, pour ce qu'il représente pour nous. Dans la philosophie antique, on distinguait plusieurs formes d'amour. Il y a d'abord Eros, c'est l'amour-désir, celui qui naît de l'attirance, souvent physique, mais qui peut aussi s'élever vers quelque chose de plus spirituel. C'est l'amour passionné des débuts, celui qui vous brûle et vous obsède. Vient ensuite l'amour philia, l'amour amitié. Là, on n'est plus dans la passion qui dévore, mais dans le lien durable, réciproque, qui s'enracine dans la confiance et le respect mutuel. C'est l'amour qui relie les amis, parfois les familles, les compagnons de route qui avancent ensemble dans la vie. Puis, il y a Storgé, l'amour tendre, instinctif, presque naturel. C'est l'amour des parents pour leurs enfants, ou celui qu'on éprouve pour nos proches sans l'avoir vraiment choisi, comme si cet attachement coulait de source. Enfin, les Grecs parlaient aussi de l'agapé. Cet amour-là a été repris par le christianisme comme l'amour inconditionnel, pur, désintéressé. C'est l'amour qui se donne sans rien attendre en retour, qui peut aller jusqu'au sacrifice de soi pour l'autre. Pour ceux ayant déjà écouté mes podcasts précédents, vous comprenez que tout ce que nous venons de voir maintenant appartient à ce que j'appelle la bulle pensante. La bulle de l'humain, composée de ses concepts, ses notions, ses émotions, ses interprétations, son langage, ses croyances, ses certitudes. Mais le naturaliste que je suis me pousse à vous présenter l'homme défait de son manteau artificiel, à vous présenter l'homme pour ce qu'il est réellement, un animal. Avant donc de retrouver l'être cher que je vous ai demandé d'imaginer au tout début, laissez-moi vous présenter un rapport à l'amour bien différent de vos certitudes, celui de l'amour comme leurre. Il est un outil, un produit de l'évolution biologique. Tout autour de vous, si vous faites preuve d'observation, vous remarquerez que la nature pousse, grandit, se perpétue. Par exemple, n'est-ce pas incroyable de voir qu'une fleur propose un pollen aux abeilles qui, en le transportant, en féconderont une autre ?
Quel est l'intérêt ici de cette fleur? Il semblerait qu'elle n'ait pas de conscience. Comment donc expliquer qu'elle ait développé un tel mécanisme au fil de l'évolution? Rien ici n'implique une nature qui veut quelque chose. Il suffit que des variations anatomiques, comportementales, chimiques favorisent la reproduction pour qu'elle devienne plus fréquente dans une population. C'est cela, la sélection naturelle, pas une intention, mais un effet cumulatif. Un autre exemple végétal serait celui de la plante qui pousse, se courbe et fait tomber une graine qui, à son tour, germera pour reproduire tout à fait le même mécanisme. Vous pourriez me dire que oui, c'est bien, c'est la nature ainsi faite, mais alors? Eh bien, je souhaite que vous réfléchissiez un petit instant au pourquoi. Regardez les mammifères. La femelle attire le mâle par des phéromones puissants au moment de l'ovulation, des phéromones purement chimiques qui agissent sur le cerveau du mâle. Chez bien des mammifères, l'ovulation s'accompagne de signaux, souvent chimiques, qui modulent le comportement du partenaire. Chez l'humain, le tableau est plus complexe, social et symbolique. Je garde donc l'exemple au niveau animal, pour l'idée générale. Pensez-vous que la femelle a le désir d'ovuler, d'avoir des petits? Non, elle ne fait que suivre son instinct. Mais d'où lui vient cet instinct? De l'évolution. Il semblerait que pour tous les êtres vivants sur Terre, une obsession leur serait commune. La survie et la perpétuation. Pourquoi? Dans quel but? Nul ne le sait. Ni la science, ni la philosophie ne parviennent à répondre à cette question. Pourquoi l'arbre produit des glands qui, à leur tour, produiront des arbres? Pourquoi le saumon remonte les rivières à contre-courant pour se reproduire? Côté survie, pourquoi certains animaux sont rois dans l'art du camouflage? Pourquoi certains insectes peuvent voir les ultraviolets? Plus les espèces survivent, et plus grande sera leur chance de se reproduire. Mais il nous est impossible d'expliquer ce qui pousse toute espèce à survivre. Voyez le lapin dans la prairie, dressant ses avantageuses oreilles pour repérer rapidement tout danger. L'évolution a doté l'animal d'un outil qui le protège de la mort. Certains disent que l'évolution est une succession d'erreurs qui auraient profité, ou non, à l'espèce dans le processus de survie. Mais l'on voit bien finalement que ce qui était de base une potentielle erreur est resté ancré dans l'espèce car elle participait à sa survie et que, par conséquent, tout ce qui participe à la maximisation de la survie et de la perpétuation semble comme sélectionné. Vous trouverez peut-être que je me répète beaucoup, mais c'est volontaire, pour que vous puissiez avoir l'image bien en tête pour la question suivante. Et l'homme dans tout ça? L'homme, selon vous, est-il exempt des processus biologiques de survie et de perpétuation de l'espèce? On peut dire que, contrairement à l'animal, l'homme a la faculté de désirer. Mais sommes-nous certains que la faculté de désirer nous appartienne tout à fait? Quand on sait que tout ce qui est produit par le cerveau n'est que processus électrique, synaptique, chimique, et que ce même cerveau est issu de l'évolution biologique, il est légitime de s'interroger si nous autres, humains, ne sommes pas aussi sous le joug de l'obsession de survie et de perpétuation de l'espèce. À travers ce nouveau prisme, tentons de reconsidérer l'humain. Si l'homme est un animal, alors lui aussi est poussé à la survie et à la perpétuation de son espèce. L'homme humain rencontre une femme humaine. Il se produit un feu d'artifice dans l'organe dont l'a doté l'évolution, le cerveau. Des connexions électriques et chimiques se produisent, notamment de l'ocytocine, de la dopamine et bien d'autres. L'homme et la femme se pensent amoureux. Ils viennent à se manquer tous deux, désirent vivre une union charnelle pour se combler l'un l'autre,
d'ailleurs quintessence du plaisir humain, et se retrouve à attendre un enfant. Si l'homme est amoureux, il va sans dire qu'il protégera la femme. L'union de l'homme et de la femme protégera le nouveau-né, et ce nouveau-né, bien des années plus tard, va procréer à son tour. Finalement, l'amour serait une illusion produite par le cerveau dans le seul but de maximiser les chances de survie de l'espèce. D'ailleurs, les hormones produites par l'amour sont celles du bien-être, et le bien-être est plaisir, le plaisir est drogue. À peine le plaisir terminé que nous en cherchons un suivant. C'est là le processus du désir. Il y a manque, donc il y a désir. Et quand le désir est comblé, nous le portons sur autre chose. Comme déjà dit, là encore dans les podcasts précédents, que je vous conseille par ailleurs d'écouter pour avoir la globalité des informations, le striatum est un organe du cerveau qui participe au processus du désir chez l'humain. Et donc le désir n'est pas volonté, le désir est avant tout biologique. Le désir n'est pas une volonté souveraine, il émerge de circuits, striatum, cortex préfrontal, amygdale et de neuromodulateurs. La dopamine code l'anticipation et l'écart entre ce qu'on attend et ce qu'on obtient. L'ocytocine renforce l'attachement, les endorphines colorent le plaisir. Nous voulons souvent ce que notre organisme nous apprend à rechercher. Par conséquent, l'homme obéit malgré lui à sa nature qui le pousse à survivre. Il n'est pas anodin que l'homme craigne la mort. La mort est associée au manque futur de tout ce que connaît l'homme. Or, le manque fait souffrir l'homme, ce qui le conduit à désirer. Le désir est donc lui aussi un outil de l'évolution humaine, pour nous maintenir en vie. Nous pensons nous réjouir, mais cette jouissance vient du plaisir, et le plaisir est une récompense du cerveau. Nous ne sommes pas libres, nous sommes enchaînés, sans rien ne pouvoir y faire à notre condition naturelle. La nature fait de nous des êtres désirants, et il n'existe pas d'humain sans désir. Même les ascètes, c'est-à-dire les hommes qui souhaitent se détacher des désirs, ont en réalité le désir de ne pas désirer. Là où tout bascule, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi sommes-nous dans ce monde ? Que veut la nature de nous ? Pourquoi veut-elle à tout prix que nous survivions, que nous nous reproduisions ? Quel est son but à la fin ? Y a-t-il une raison ou non à tout cela ? Eh bien, il semblerait que non, il n'y a pour l'heure aucune réponse. C'est le non-sens, rien n'a de sens. Nous sommes là, nous désirons plus que tout au monde persévérer dans notre être, et nous n'avons aucune idée du pourquoi. Pire encore, cette même nature nous a dotés d'une conscience. C'est elle finalement qui nous fait prendre compte de ce non-sens. Nous ne sommes pas libres, nous sommes sous le joug de notre condition naturelle. Et, qui plus est, comme si ça ne suffisait pas, nous en sommes conscients. Nous réalisons par notre conscience que nous sommes ici, quelque part dans l'univers, obéissant aux lois naturelles, aux lois universelles, sans qu'il ne semble y avoir de raison. Il n'y a aucune raison à ce que nous soyons là. Beaucoup diront, pleins d'optimisme, que la vie ce n'est pas ça. La vie, c'est profiter de ce qu'elle a de meilleur à offrir. En soi, je ne suis pas contre cette idée, du moment qu'elle accepte pleinement l'absurde de la vie. En effet, tout ce qui nous écarte du malheur, du désagréable, participe à rendre la vie belle, participe à ce qu'on aime cette dernière, mais ça ne signifie pas que la vie est réellement belle. Elle n'est belle que sous la condition de la représentation humaine. Peut-on dire que la vie est belle pour notre lapin aux grandes oreilles ? L'affirmer ne relève-t-il pas de transposer un concept humain, réfléchi par un cerveau humain, sur un animal non humain ? Pourquoi faire ça ? C'est de l'anthropomorphisme. La vie n'est belle ou non que pour l'homme, et si l'homme disparaissait du monde
pourrions-nous toujours affirmer, à bon entendeur, puisque nous ne serions plus là, que la vie persisterait dans sa beauté? Non, la vie serait ce qu'elle est, avec ou sans l'homme. Elle n'a pas besoin que l'homme la juge belle ou non. Ça, c'est uniquement ce qu'il se représente de la vie. Sa représentation n'est réelle que pour lui. Ainsi donc, voyez-vous, nous sommes conditionnés par notre nature, nous sommes conscients qu'il n'y a pas de sens à notre existence, et voilà que s'ajoute à cela que la réalité n'est propre qu'à l'homme, de par ce qu'il observe et fait de son observation. La vie semble-t-elle alors toujours belle? Eh bien, non. Dans la réalité crue, elle ne l'est pas. Elle n'a pas à l'être. Mais l'homme, lui, veut qu'elle le soit. Il le veut parce qu'il le désire. Et ce désir ne lui appartient pas. Trouver la vie belle, c'est se rassurer. C'est trouver du plaisir là où il n'y en a pas forcément. C'est rejeter la mort. C'est participer finalement au processus que la nature veut de vous. La survie et la perpétuation. Plus la vie vous semble belle, et moins nombreux seront les désirs de vous y extraire. Moins nombreux seront les désirs de vous extraire de la vie, parce que oui, aussi fou que cela puisse paraître, il existe la possibilité de ce désir. Mais est-ce le désir profond de s'extraire de la vie? Ou n'est-ce pas plutôt le désir d'un monde meilleur, d'une libération? Le désir de mourir est en réalité un espoir que tout s'arrête, l'espoir d'une libération. Seulement, pour expérimenter cette libération, il faut être en vie. Donc, tout désir pousse à vivre. Nul désir ne souhaite le malheur. Tout désir pousse au plaisir. Pour certains, le plaisir ce sera la famille. Pour d'autres, l'héroïne. Chacun se rattache à son objet de plaisir qu'il considère comme participant à son bonheur, qu'il soit destructeur ou non. Même si le désir peut paraître destructeur, il n'en demeure pour certains qu'une jouissance, d'une façon de jouir de la vie. Ainsi donc, nul désir en soi ne pousse à mourir. Toutefois, tout désir a son lot de conséquences, vous l'aurez compris, mais là n'est pas le sujet. Si donc désirer s'extraire de la vie semble relever d'un espoir, et donc d'un désir sous-jacent, qu'est-ce qui serait en notre pouvoir pour contrer le processus de la vie? Spinoza appelait ça le conatus, et Schopenhauer la volonté. Chez Spinoza, le conatus est la dynamique immanente par laquelle chaque chose persévère dans son être. Chez Schopenhauer, la volonté est un principe métaphysique, aveugle, qui traverse tout. Même intuition d'une poussée, mais deux ontologies distinctes. Émile Cioran, philosophe par excellence du pessimisme radical, dit que face au non-sens de la vie, il n'est pas question de désirer mourir, mais plutôt de n'être jamais né. Le philosophe va plus loin, il ne s'agit pas de désirer mourir, mais de reconnaître que le seul véritable gain serait de n'être pas né. C'est une intuition tragique, pas une prescription, la lucidité d'un homme qui constate l'assoluble du manque et l'absurde du monde. On trouverait la libération du processus dans le non-être. Non, N-O-N, naître, N-A-I-T-R-E. En effet, l'espoir même d'une libération fantasmée à travers la mort a été amené par l'expérience de la vie. C'est donc déjà être touché par la vie, par la condition humaine, les affects du cerveau, l'expérience de la conscience. C'est l'espoir de fuir cela qui nous fait fantasmer sur la mort. Mais déjà fantasmer la mort relève d'un désir qui ne nous appartient pas, puisque c'est là encore désirer un plaisir futur que l'on s'imagine être le bonheur final. Ainsi donc, Émile Cioran évoque la non-naissance comme libération de la vie, chose qu'il nous est impossible d'expérimenter, sinon nous ne serions pas là à en débattre.
Toutefois, cette non-naissance n'étant possible pour nous-mêmes, elle peut l'être pour d'autres. Quoique dire pour d'autres est un peu bête, puisque s'il n'y a pas de naissance, alors il n'y a pas d'autres. On trouve aujourd'hui de plus en plus d'hommes et de femmes ne souhaitant pas enfanter. La raison étudiée présente souvent des critères socio-économiques non favorables, mais aussi une tristesse de la vie où l'individu réalise désormais que mettre au monde n'a plus de sens aujourd'hui. À bien y penser, vous qui écoutez ce podcast, n'avez jamais demandé à naître. On l'a choisi pour vous. Vous étiez ainsi déjà condamné à vivre une vie sous la condition humaine, et condamné à mourir. Parce que oui, toute naissance porte déjà en elle sa mort. Finalement, choisir d'arrêter les naissances, d'arrêter le processus de la vie, relève toujours d'un choix conscient. Et face au climat inquiétant de l'humain, face à la surpopulation humaine de la Terre, pourrions-nous envisager que cette même idée de non-être ne soit finalement pas elle-même insufflée par le conatus, par la volonté ? Dans une mesure, voyez-vous, de réguler l'espèce semblant courir à sa perte et ainsi donc maximiser du mieux que possible la survie. Si la surpopulation devient une menace, guerre, famine, épuisement des ressources, alors persévérer pourrait passer par un ralentissement de la natalité. Dans ce cas, envisager la non-naissance ne contredirait pas le conatus, mais deviendrait une ruse du conatus, régulée pour durer. Seulement, le conatus spinoziste n'est pas conscient. Il ne fait pas preuve d'une volonté réelle qui développerait une ruse, dans un but défini. Ainsi donc, la question est ouverte. Je n'en ai pas la réponse, puisqu'elle touche presque à la métaphysique. J'offre juste une piste, une matière à modeler. Le conatus n'est pas conscient, mais il engendre la conscience. Et cette conscience, à son tour, réfléchit sur la survie et les menaces, comme la surpopulation. Je laisse soin à d'autres penseurs d'y apporter leur contribution. Le pire dans tout ça, c'est qu'on exige de la gratitude envers les parents pour vous avoir mis au monde. Seulement, la vie c'est aussi son lot de malheurs. C'est aussi subir le regard de l'autre, les critiques, le jugement, mais aussi la souffrance, la mort de l'autre, le manque. Si la vie était bonheur, nous ne serions plus êtres désirants, car comme disait Schopenhauer, le désir est manque et le manque est souffrance. Nous sommes donc bien situés dans une vie de souffrance, saupoudrée d'instants de bonheur auxquels nous nous rattachons tant bien que mal pour donner du sens à l'absurde. La confrontation à cette réalité procure une angoisse que l'homme ne peut supporter. Cette angoisse vertigineuse le pousse à fuir la réalité en maximisant toute source de divertissement. À bien y penser, l'homme naît puis meurt, mais conscient de la chose, il ne peut supporter de vivre pour la survie. Imaginez-le assis sur un canapé, les mains sur les genoux, se nourrissant de temps à autre et attendant que la mort le saisisse. Cette attente interminable serait trop angoissante pour être vécue. Pour ne pas subir l'impensable, l'homme choisit de combler le temps mortel par des divertissements. L'argent, les loisirs, la politique, le travail, la société, l'art. En somme, l'humain produit, poussé par son élan désirant, pour que seul domine en lui la vie. Si donc maintenant nous revenons à l'être cher que je vous ai demandé de retrouver, avec tout le bagage de connaissances actualisées, que ressentez-vous ? Sioran, dans son livre « De l'inconvénient d'être né », dit « Quand on revoit quelqu'un après de longues années, il faudrait s'asseoir l'un en face de l'autre et ne rien dire pendant des heures, afin qu'à la faveur du silence, la consternation puisse se savourer elle-même. » Déconnectez-vous de la bulle pensante. Voyez l'homme devant vous et comprenez que vous êtes là après toutes ces années pour avoir survécu, sans que vous puissiez réellement l'expliquer.
sans que l'on puisse y mettre un réel sens, sans que vous n'ayez jamais demandé de naître. Alors, vous réalisez la consternation. Vous ne dites rien, vous vous regardez sans penser, comme des paquets biologiques promis à la mort. Il était prévu que j'arrête le podcast ici, mais premièrement, il me semblait trop brutal. Deuxièmement, il m'est arrivé pendant le travail une triste expérience que j'aimerais vous partager. À partir d'ici, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'un bonus et vous pouvez donc, bien entendu, arrêter l'écoute. Seulement, si vous voulez accéder au message plus profond qui se trame derrière tant de noirceur, je vous invite à poursuivre. Ma chienne, dont je suis très attaché, vient d'avoir 5 chiots. Seulement, l'un d'eux était condamné à mourir. Ses intestins lui sortaient du corps et à peine né, le vétérinaire n'y aurait rien changé. Ma chienne s'en est bien occupée et j'ai même eu l'espoir un instant qu'il s'en sortirait. L'espoir qu'il vive, pour que ma chienne soit heureuse, pour que lui aussi, comme ses petits frères et sœurs, ait cette chance de vivre, de jouer, d'aboyer. Mais la sélection naturelle en a voulu autrement. Son petit corps a fini par se refroidir, devenir mou, alors que sa mère, en train de le lécher, le pensait encore en vie. J'ai donc enlevé le chiot à sa mère, je l'ai mis dans une boîte avec ce mot. Chère comète, parce que comme une comète, tu n'as fait qu'une brève apparition. La vie n'est pas belle, alors laisse-moi t'apporter de la dignité à une si grande injustice. Va, petit produit biologique. Il aurait mieux valu que jamais tu ne naisses, mais la vie est cruelle. Moi, je t'aime comète, je t'ai saisi au passage, je me souviendrai de toi pour la postérité, et pardonne mon anthropomorphisme, tu m'apportes une leçon et j'en ferai bon usage. Vous voyez, même avec toute la théorie possible, je ne peux aller à l'encontre de ce que veut le conatus. Je ne peux aller à l'encontre de ma nature d'être conscient et doué de sentiments. À cette vie absurde, je me surprends face à ce petit être à apporter du sens. Parce que oui, il m'est insupportable que Comète s'en aille sans trace. Je n'accepte pas la réalité cruelle de la nature. Pourtant, puis-je dire que j'aimais ce chiot pour ses caractéristiques ? Non, je n'ai pas eu le temps de le connaître. Puis-je dire alors qu'il s'agissait du manque ? Non plus. C'est mon anthropomorphisme qui est au centre de tout. Nous sommes incapables de sortir de la bulle pensante. Alors peut-être, finalement, qu'il vaudrait mieux, quitte à être en vie, d'accepter notre condition, notre nature, et par la conscience que nous offre notre nature, donner du sens à l'absurde. Soyons capables, lorsqu'un humain naît, de lui offrir toutes les chances possibles à son épanouissement, de lui offrir le plus de sens possible à sa vie, pour qu'il n'ait jamais à souffrir de l'absurde de son non-choix. Et tout individu autour de vous est né. Alors soyons solidaires, n'ignorez pas l'autre, travaillons ensemble pour que chacun trouve le sens de sa vie. Si l'humain a la capacité de signifier les choses, alors faisons que notre passage ne soit pas insignifiant. Donnons-lui du sens, à l'image de Comète.